Voilà, voilà. Alors, donc bonsoir tout le monde. Pour cette formation sur le diabète, ben voilà Claude. Comment vas-tu Claude? Ça va bien? Très bien, merci. Bonsoir tout le monde. Voilà. Bonsoir, bonsoir les amis. Alors Claude, tu es Bonsoir où? à Tu es dans le sud? Tu es tous. en Savoie, enfin en Haute-Savoie ou Je suis en Haute-Savoie. Voilà. Ce soir, je suis en Haute-Savoie, oui, tout à voilà, fait. voilà. Il n'y a pas longtemps, tu étais en Italie. Donc voilà, je suis rentré d'Italie là. En fait, j'étais en Italie ce jour-ci là. Ouais. Ouais, je Alors, viens de rentrer, oui, tout à fait. il y a notre ami François qui arrive. Donc, Oui, 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 et je repars oui, bientôt. j'arrive. Ça va? Bonsoir François. Alors c'est Genève. Alors, Salut, Frédéric François. ok. Alors, Salut. nous avons Claude ce soir, Claude Agnetti. Ça, c'est donc un nom qui sonne italien, mais Oui. je ne te rappellerai pas donc le résultat de la Coupe Le résultat du match de foot, ça y est, du j'étais match sûr que tu allais m'attaquer d'Europe. là-dessus. On va passer ce point. Hein, on va pas, ouais, mais- Oh, ils ont eu la chance, les Parisiens. bon, ah oui, bien sûr. Ouais, la chance quand même. Non, Ouais, ouais, c'est oh. pas la chance. Ils ont quand même. Hein. Ils avaient dû les piquer. 5-0. Ils Alors, avaient pris des somnifères. L'Inter de Milan a pris des somnifères. Ouais. bon, allez, on va pas Non, t'embêter, Claude. ça On va pas protège t'embêter. brillamment. On va pas t'embêter avec ça. Là. Allez, allez. C'est pas si grave. Hein. Tu t'en remettras. Bon, alors, tu vas nous parler du diabète, Claude, et ça, c'est un sujet Ouais. intéressant, et je pense que ça va intéresser beaucoup de monde parmi ceux qui nous écoutent. Et il y a aussi des personnes qui sont peut-être invitées en tant que clients dans l'entreprise ou des amis ou la famille. Bienvenue à tous. Claude, c'est à toi. Tu as la parole. Ouais, bonsoir tout le monde. Alors, effectivement, je vais parler du diabète. Je me présente rapidement. Donc, je suis Claude Agnetti, naturopathe, nutrithérapeute. Euh, voilà, je voulais simplement vous dire que, effectivement, le diabète, c'est un des sujets de consultation. J'ai beaucoup de consultations sur le sujet. Il y a beaucoup de gens qui en souffrent. On va pas, par- on va, Je vais pas m'apesantir ce soir sur le diabète de type 1, qui est un peu particulier, hein, qui touche beaucoup, souvent les enfants, les adolescents. Parce que là, effectivement, bon, bah, il faut effectivement mettre en place tout un protocole, bien sûr, à base d'insuline, hein, avec des pompes, etc., avec un contrôle très régulier de la glycémie et autres. Bon, voilà, donc ce soir, je ne vais pas vous parler du diabète de type 1, même si effectivement, s'il y a des questions, vous pouvez bien sûr me les poser. Je vais surtout m'étendre sur le diabète de type 2 qui touche beaucoup de gens qui sont au départ en bonne santé et qui effectivement, je dirais, entre guillemets, à cause de leur mode de vie ou de leur alimentation, eh bien, petit à petit, dérapent vers ce diabète de type 2. Il y a beaucoup de gens également qui sont en prédiabète sans le savoir également. Je vais vous donner quelques chiffres ce soir sur le diaporama que je vais vous présenter. Et puis, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, aujourd'hui, si vous voulez, j'ai de bons résultats en consultation, en suivi, en accompagnement. Alors, pas en 24 heures, bien sûr, hein, surtout si un diabète de type 2 est déclaré, mais on peut avoir d'excellents résultats sur quelques mois, voire une année. On peut avoir vraiment d'excellents résultats. J'avais des gens qui se piquaient à l'insuline qui aujourd'hui ne se piquent plus. On voit qu'on peut améliorer grandement les choses. Et puis bien sûr, le diabète, il faut, comment dire, il faut bien sûr d'une part s'en prémunir, mais surtout, lorsqu'il est installé, eh bien, il faut changer des choses. Il faut soigner les causes. Hein, puisque moi, je suis toujours surpris quand j'en parle à des patients. Je leur dis souvent, est-ce qu'on vous a demandé de changer quelque chose dans votre mode de vie, votre mode d'alimentation, etc. Souvent, les gens me disent que pas énormément, pas non, ou pas du tout. Hein, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien changé aux causes et donc ils sont sous médicaments toute leur vie. Donc, bon, l'idée, au contraire, c'est d'essayer d'améliorer les choses tout en prenant malgré tout du plaisir, parce que la vie, c'est aussi du plaisir. Donc, on va voir ensemble ce soir, effectivement, à travers ce diaporama, on va voir ensemble quels sont les points qui sont importants
par rapport à ce diabète de type 2. Alors, est-ce que vous voyez le diaporama? Je pense que oui. Hein, faites-moi un petit signe ou dites-moi-le. Oui, Quelqu'un ouvre le micro pour me dire OK, c'est tout on bon. voit très bien, Claude. OK, d'accord. Bon, très bien. Donc voilà, donc je parle des causes, des effets, remèdes pour le diabète. Alors, tout d'abord, je vais aborder le sujet en une demi-heure. Alors là aussi, je dis toujours, mais je précise que je n'ai pas la prétention de couvrir tout le sujet. C'est pour ça que si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à m'appeler. Hein, vous avez pour la plupart mon numéro de téléphone. Donc, le diabète de type 2, le prédiabète, on verra qu'effectivement, c'est un véritable fléau, hein, aujourd'hui, mais encore que les études en cours nous font dire que ça va être un vrai drame à l'échelle nationale et internationale dans les années à venir. On verra certaines notions, parce que souvent on mélange un peu tout, hein, l'index glycémique, l'insulinorésistance, etc. Enfin, les gens ne savent pas toujours à quoi ça correspond. Comme comprendre le lien entre la glycémie et l'insuline, bien sûr. La résistance à l'insuline, qu'est-ce que c'est en réalité? Et puis le prédiabète et le diabète de type 2. On va voir effectivement comment on peut détecter tout ça. Et puis, c'est les conséquences de l'hyperinsulinisme, hein, et quelques recommandations, et en particulier par rapport aux oméga 3, je vais vous dire quand même quelques mots. Alors, pardon. D'abord, le diabète de type 2, on a une explosion mondiale. Alors, c'est pas une fatalité, hein, cette pathologie, c'est bien sûr la conséquence, comme je l'ai dit, principale de notre mode de vie, qui est de plus en plus sédentaire, hein, ça faut le dire, hein. Vous savez que aujourd'hui, on a des ascenseurs, des escaliers tort partout, on prend la voiture pour faire quelques centaines de mètres, etc. Bref, tout ça, c'est pas fait pour arranger les choses, hein, puisque vous savez qu'effectivement, on a besoin de se dépenser. Si on mange, on a besoin de se dépenser. Et l'activité physique est très importante, en particulier pour les défenses immunitaires, pour notre système lymphatique, etc. Et une alimentation de plus en plus glucidique. Hein, il y a de plus en plus de sucre partout, des sucres cachés partout, hein, et en particulier dans tout ce qui est plat industriel, plats transformés. Et je vais vous donner quelques chiffres là aussi qui sont assez parlants, hein. En lien avec l'obésité qui a triplé depuis les années 80 selon l'OMS. Donc vous voyez, il y a de plus en plus de gens obèses ou en tout cas en surpoids. Et c'est une des maladies chroniques les plus répandues, les plus coûteuses aussi et les plus mortelles au monde, hein, puisque le diabète, c'est quand même une maladie grave, hein, puisque elle nécessite un suivi permanent, assez lourd, coûteux en médicaments, etc., hein, et puis mortel parce qu'effectivement, j'ai vu beaucoup de gens pour qui ça se terminait mal, quoi, hein, soit au niveau cardiovasculaire, soit parce qu'il y a eu des handicaps, il y a des gens qui ont des problèmes de circulation, hein, d'arthrite, etc., ou des gens qui se retrouvent amputés de jambes, etc. Donc voilà, moi suite à mon accident, qui a fait beaucoup de rééducation fonctionnelle, j'ai rencontré beaucoup de gens en hôpital de rééducation fonctionnelle, des gens qui étaient amputés à cause du diabète. Donc, pensez-y, c'est très important. Alors en 2022, on dénombre plus de 500 millions, vous voyez, d'adultes diabétiques dans le monde, ce qui est énorme. Et il y a 1 milliard de prédiabétiques, dont 70% qui seront diabétiques dans les 10 ans. Ça, c'est toutes les études actuelles qui sortent ces chiffres-là, qui sont dramatiques. Et vous voyez que la projection en 2050, c'est plus de 800 millions. Donc ça aussi, c'est énorme. Et près de 250 vivent avec un diabète non diagnostiqué. Donc un adulte sur deux l'ignore, hein. Sur les 500 millions, vous voyez qu'il y a une personne sur deux qui ignore qu'elle est diabétique. Et alors, on va voir bien sûr les symptômes qu'il peut y avoir, hein, quand on est diabétique. En Europe, il y a plus de 60 millions et en France, près de 4 millions qui sont traités, hein. Et là, en France, c'est l'île de la Réunion qui a le score le plus mauvais. Alors vous allez me dire pourquoi l'île de la Réunion? Bah, certainement en particulier à cause de l'alimentation, hein, peut-être des plats locaux, beaucoup de riz des choses comme ça, peut-être, hein, à chercher. Mais en tout cas, voilà, il faut savoir que c'est l'île de la Réunion qui a le triste score, d'accord, concernant le diabète. Alors, l'industrie du sucre. D'abord, ça aussi, c'est quelque chose de très important parce que dans les années 60, on a fait croire, hein, on a payé des scientifiques pour sensibiliser, je dirais, la population au risque des graisses et pour les maladies cardiovasculaires, non pas du sucre. Parce qu'effectivement, comme on voulait, les industriels du sucre voulaient protéger leur filière, et donc ils ont tout fait pour qu'effectivement on incrimine les graisses.
hein, donc par rapport aux maladies cardiovasculaires. Alors qu'en fait, le principal suspect, c'est effectivement le sucre. La consommation donc des glucides, bien sûr, sous toutes ces formes raffinées, est devenue comme une règle, hein. Toutes les farines blanches, les pains blancs, les riz blancs, les pâtes blanches, etc., hein, souvent d'ailleurs qui sont pauvres en nutriments et, et qui ont des index glycémiques très élevés. Il faut quand même le savoir, hein. On va le voir tout à l'heure. Quand vous mangez du pain, une baguette de pain, c'est l'équivalent de plusieurs morceaux de sucre, hein. On va en parler. Des pâtes trop cuites, c'est plusieurs morceaux de sucre. On va le voir aussi. Puis après, il y a toutes les boissons, bien sûr. On n'y pense pas toujours, on pense qu'à l'alimentation et aussi les boissons. Les boissons sucrées de type soda, sirop, hein, et beaucoup de gens boivent du sirop, des jus de fruits, hein, beaucoup de jus de fruits industriels, des biscuits, bien sûr. Tout ça, ça contient ce qu'on appelle des high fructose corn syrup, hein, donc du sirop de maïs à haute teneur en fructose, hein, ou sirop de glucose fructose que vous trouvez sur les étiquettes, hein, qui est moins cher que le sucre de betterave. Enfin voilà, il faut savoir qu'effectivement, n'hésitez pas à regarder les étiquettes, hein, et quand vous voyez qu'il y a trop de glucides, trop de sucre, ben évitez le produit, quoi. D'accord? Leur consommation est directement liée à la prise de poids, au diabète et à ce qu'on appelle la stéatose hépatique, hein, puisque vous savez que la maladie du NASH, la maladie du foie gras, c'est essentiellement dû à trop de sucre et non pas à trop de graisse, hein. Pensez-y, hein. On va voir d'ailleurs comment ça se passe. Alors, glucides et sucres, on va en parler. Tous les glucides ou carbohydrates sont découpés en molécules de sucre par ce qu'on appelle le processus enzymatique de la digestion, hein. C'est-à-dire que quand vous prenez de l'amidon, eh bien forcément tout ça s'est découpé en molécules, hein, de sucre, hein. Et donc, en finale, on s'aperçoit que si vous mangez pas suffisamment de fibres, qui, elles, les fibres ne sont pas digérées et vont donc nourrir notre microbiote, hein, c'est pour ça qu'on parle de prébiotiques quand on parle de fibres, c'est pour ça qu'on dit souvent manger plus de fruits et de légumes. Regardez ce que ça donne en termes de... J'ai mis quelques exemples, hein, j'aurais pu allonger la liste, hein, mais quand même, vous voyez, ça donne une bonne idée. Un litre de soda, c'est 20 morceaux de sucre. Énorme. Une canette de Coca-Cola ou d'Orangina, 7 morceaux de sucre. Un pain au chocolat, hein, ce que font la plupart des gens le matin au petit déjeuner dans les hôtels, 7 morceaux de sucre. Une baguette de pain, c'est 24 morceaux de sucre. Donc, vous voyez que quand vous mangez un sandwich qui fait la moitié d'une baguette, c'est 12 morceaux de sucre. Vous voyez. Donc c'est énorme. Des pâtes trop cuites, vous savez que des pâtes al dente, c'est l'idéal, hein, ça a à peu près 30% d'index glycémique. Si vous faites cuire trop longtemps vos pâtes, hein, si vous les faites cuire 2, 3, 10 000 de plus, comme ça arrive surtout en prenant de l'âge. Je vois beaucoup de gens, de personnes âgées qui ont tendance à trop faire cuire leurs pâtes. Eh bien, regardez, c'est 15 morceaux de sucre pour 150 grammes. C'est énorme, 15 morceaux de sucre. Vous voyez. Les frites, c'est pareil, 500 grammes de frites, c'est 30 morceaux de sucre, c'est énorme. C'est pour ça d'ailleurs que éviter tout ce qui est chips, etc., enfin tous ces trucs-là, faites attention. Dans les cinémas, des fois, je vois les gens avec des pots de pop-corn énorme, sucré, hein, et à la fin de la séance, ils ont tout avalé. C'est terrible. Une pizza, pareil, hein, surtout les pizzas industrielles, etc. 22 morceaux de sucre, c'est énorme. On dit souvent à la bière, oh, bah oui, c'est quand même 4 morceaux de sucre, hein. Donc les gens, les gros buveurs de bière, attention. Regardez les briques de smoothie, hein, souvent 8 morceaux de sucre. Et dans un litre de thé glacé, je rencontre beaucoup de gens qui boivent du thé glacé. Dans un litre de thé glacé, il y a 12 morceaux de sucre, hein. C'est très sucré, le thé glacé, d'accord? Ce qu'on appelle le ice tea, là, d'accord? Donc, sans parler, bien sûr, des conservateurs, des colorants, des arômes artificiels, des acidifiants, tout ça qui rendent ces boissons plus stables, mais bonjour la santé, quoi, hein. Donc, vous voyez que l'on peut vite être en pic de glycémie, hein. Vous savez que la norme, elle est entre 0,8 grammes et 1,1 par litre de sang. Bon, ben, voilà, ça vous permet quand même cette liste, hein. J'ai mis des produits qui sont assez courants, qu'on voit assez souvent dans les caddies des grandes surfaces, hein. Oui, du pain, voilà, des canettes, du soda, des pizzas industrielles, de la bière, des frites industrielles, etc. Regardez, ouais, ça donne tout ça, quoi. C'est énorme. Alors, l'hormone qui régule la glycémie, bien sûr, vous le savez tous, c'est l'insuline. Alors, le pancréas, bien sûr, qui est produit par le pancréas. Alors, là aussi, un peu plus de technique, mais c'est facile à retenir, hein. J'ai vraiment effleuré la technique. Pancréas produit des enzymes digestives et l'insuline, par ce qu'on appelle les cellules bêta, des îlots de Langerhans, hein. Vous entendrez souvent parler
les cellules bêta des îlots de Langerhans. Et cette insuline, eh bien, elle est stockée en attendant dans ce qu'on appelle des vésicules, hein, pour un futur besoin. Et lorsqu'effectivement on détecte qu'il y a trop de glucose dans le sang, eh bien, le pancréas va sécréter cette insuline par ces fameux îlots de Langerhans. Alors, cette insuline, elle est libérée dès qu'on franchit un certain seuil, hein. C'est un peu le chef d'orchestre de la régulation de notre énergie, hein, puisqu'elle contrôle l'utilisation et le stockage des nutriments et l'absorption des minéraux. C'est pour ça qu'on parle souvent d'équilibre électrolytique. Hein, vous savez que quand on transpire, on en parle souvent d'ailleurs dans XS, hein, quand on transpire, on perd du potassium, du sodium, du magnésium, du calcium, etc. C'est ce qu'on appelle les électrolytes. Et tout ça, bien sûr, il faut qu'il y ait un certain équilibre, parce qu'effectivement, autrement, il n'y a plus il y a plus de contrôle entre le cerveau et les muscles, hein. Donc, c'est une raison pour laquelle, d'ailleurs, souvent les gens perdent connaissance. C'est pas la fatigue, hein, c'est souvent une perte de connaissance parce qu'effectivement, il manque de électrolytes. Alors, cette insuline, elle agit en se fixant sur des récepteurs cibles, un peu comme une serrure, hein, on arrive avec la clé, mais si la serrure est pas bonne, ben, ça va pas. Ce qui va, suite à un processus, faire rentrer le sucre dans la cellule, puisque vous savez que le sucre, le fameux glucose, doit rentrer dans cette cellule, hein, pour pouvoir être transformé en énergie grâce à nos mitochondries, les fameuses mitochondries dont on parle assez souvent dans les formations, hein, qui sont nos centrales énergétiques, hein, de chaque cellule. Donc les tissus cibles sont principalement les cellules hépatiques, les muscles et les adipocytes, hein, donc la graisse hein, les cellules graisseuses qu'on a autour du ventre, des cuisses, des frais, des fesses, etc. D'accord? Et les muscles, bien sûr, hein, puisque bien sûr, hein, on a besoin d'énergie au niveau des muscles. Mais le système nerveux central, nerveux aussi, bien sûr, l'endothélium vasculaire, hein, qui est l'intérieur des vaisseaux sanguins, d'accord? La rétine, les reins, bien sûr. Donc, vous voyez que les yeux et les reins sont aussi souvent touchés quand les gens deviennent diabétiques. C'est souvent effectivement les yeux, c'est un des premiers organes qui est touché par le problème du diabète. Et puis ça agit à la fois sur les récepteurs de l'insuline, mais aussi sur ce qu'on appelle les IGF-1 du cerveau pour maintenir la santé du système nerveux, hein, qui est une hormone de croissance dont on a absolument besoin, en particulier justement, comme son nom l'indique, quand on est en période de croissance. Après, effectivement, il faut une certaine régulation de cet IGF-1 parce que si l'IGF-1 est trop importante, ça peut, c'est plutôt inflammatoire et ça peut créer effectivement des problèmes très graves, voire même des tumeurs. Donc ça, c'est un contrôle permanent. Et si ces récepteurs sont trop activés, ils entraînent de l'inflammation, comme je viens de le dire, des problèmes de pathologie dégénérative. Donc on voit qu'effectivement, il y a tout un équilibre à assurer concernant cette régulation donc, de la glycémie et de l'insuline. Alors, quelle est la différence entre l'index glycémique et l'index insulinique? Alors, l'index glycémique, eh bien, ça permet, on classifie les aliments en fonction de la rapidité avec laquelle le taux de glucose dans le sang augmente avec l'ingestion, d'accord? C'est-à-dire que si l'index glycémique est très élevé, on va s'apercevoir qu'on a un pic d'insuline très très rapide, d'accord? Donc il y a une réponse immédiate, en particulier prenons l'exemple du jus de fruits par exemple, hein. Si vous avalez un jus de pomme, eh bien systématiquement le pancréas, le taux de glucose, l'index glycémique va monter très vite et donc le pancréas derrière va réagir aussi très vite. Et l'index d'insuline, lui, il a été développé pour mesurer justement cette réponse insulinique pour cette même prise, d'accord? Donc c'est deux choses différentes. Il y a l'index glycémique qui est effectivement la rapidité avec laquelle le taux de glucose dans le sang augmente. Et l'index d'insuline, lui, c'est la réponse, d'accord? La réponse du pancréas. Alors, certains aliments, le piège, c'est que certains aliments ont un index glycémique bas et pourtant, ils ont eu un index insulinique élevé. Alors, j'ai mis quelques exemples, comme le lait, par exemple. C'est pour ça que le lait, particulièrement le lait de vache, je vous conseille vraiment pas. Protéines, ouais, pour les sportifs, il faut être prudent. C'est quand vous avez besoin de faire un sport qui demande une énergie, par exemple à 100 mètres, vous avez besoin effectivement d'une énergie immédiate, hein, de la créatine immédiate. Vous avez vraiment besoin de beaucoup d'énergie dès le départ. Effectivement, bon, ça peut être utile, hein, mais pour durer, hein, vous savez que dans le sport, pour durer longtemps, c'est plutôt les acides gras, hein. C'est plutôt les acides gras qui sont importants, d'accord, hein, pour durer. Par contre, pour une activité très forte sur le court terme, effectivement, on a besoin de créatine. La crème fraîche, les fromages blancs nature ou les yaourts nature, vous voyez que là aussi ça colle pas non plus. Les fromages,
par l'activation de la fameuse justement hormone de croissance IGF-1, hein, produite qui est essentiellement produite par le foie. Et vous voyez que c'est très important puisque effectivement vous vous retrouvez avec des produits qui ont en fait un index glycémique plutôt bas, mais ils ont un index insulinique plutôt élevé, hein. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien les connaître, ces quelques produits-là, parce que ça peut être le piège. En se disant, bah non, moi je fais attention, hein, je prends des yaourts nature, des blancs nature, j'utilise de la crème fraîche, je mange quelques fromages. Pareil, les fromages, je vous invite plutôt à aller vers de la brebis, vers de la chèvre plutôt que de la vache. Il vaut mieux manger un carré de chocolat noir ou des amandes ou des noix, hein. Alors bien sûr, pas le sac, hein, mais une poignée, hein, plutôt que de manger ce que j'ai mis à l'écran. D'accord? Alors le diabète de type 2, bah, c'est les récepteurs qui fonctionnent plus correctement, hein, bien sûr, et on ne va pas pouvoir faire entrer le fameux glucose dans la cellule, hein, puisque sur chaque cellule, il y a en fait des petites portes, d'accord, hein, on va schématiser ça comme ça, il y a des petites portes, et pour qu'effectivement la porte s'ouvre et fasse rentrer le glucose, eh bien, encore faut-il que les fameux récepteurs fonctionnent correctement, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose de très important, c'est assez facile à comprendre. La résistance à l'insuline. Alors, vous allez dire, on entend souvent parler de cette résistance à l'insuline. Alors, là, je vous ai expliqué un peu le processus. Un état où la concentration élevée d'insuline est nécessaire pour obtenir une baisse de la glycémie, hein, puisque c'est pour ça qu'on parle de résistance à l'insuline, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup d'insuline pour avoir une baisse de la glycémie, d'accord? Maintenant, certains me disent, je peux manger du sucre, j'ai pas de problème. J'entends souvent ça. Je dis, ah, moi, je mange sucré, mais j'ai pas de problème. Mais attention, pourquoi je dis attention? Parce que vous pouvez avoir une glycémie correcte, par exemple à 0,8, mais qui nécessite un gros travail du pancréas. C'est-à-dire que, en fait, le matin, à jeun, vous faites votre mesure, vous apercevez que votre index glycémique, il est correct. Oui, mais ça ne veut pas dire que pour cela, derrière tout ça, vous faites ce qu'il faut. Hein, puisque si vous mangez beaucoup de sucre malgré tout, ça veut dire que vous êtes vraiment en train de solliciter votre pancréas. D'accord? Donc, attention, parce qu'un pancréas qui est toujours sollicité, vous pouvez être en prédiabète, hein. Donc, ça, c'est très important important. C'est pour ça que c'est important aussi de connaître l'insuline à jeun. Et si les récepteurs sont exposés en permanence à des niveaux élevés d'insuline, hein, ben, l'équilibre il est rompu. Parce que le prédiabète ou le SPOC, vous savez que c'est le syndrome, c'est le fameux syndrome des ovaires polykystiques, hein. Il y a des femmes qui constamment font des kystes aux ovaires, hein. Donc ça, c'est le fameux SPOC, il y en a de plus en plus. La NASH, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est effectivement le foie gras, hein, donc c'est la stéatose hépatique, d'accord? La lipodystrophie, ben, c'est quand effectivement, là ça touche essentiellement les bras, les jambes, etc., hein. C'est souvent les muscles qui perdent leur énergie, hein. On perd de la graisse aussi, d'accord? Qui sont des situations qui s'accompagnent d'une dérégulation de l'insuline. Donc, et puis l'inflammation crée une résistance à l'insuline par blocage de certaines voies de signalisation. Elle peut venir d'une dysbiose aussi, hein, quand il y a un mauvais fonctionnement intestinal, eh bien, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a de la porosité intestinale, il y a du surpoids. Souvent, il y a le cortisol aussi qui est en jeu là-dedans, et on sait que le cortisol, ça crée aussi de la porosité intestinale. Donc, on voit qu'effectivement, l'inflammation crée de la résistance à l'insuline. C'est pour ça qu'il faut combattre cette inflammation chronique, hein. On a déjà parlé de l'inflammation à une rencontre précédente. Et le fait de combattre cette inflammation, en tout cas d'assurer l'équilibre entre les oméga 6 et les oméga 3, on en parle assez souvent, eh bien, ça permet effectivement d'avoir une bonne réponse, hein, et de limiter cette fameuse résistance à l'insuline tout en permettant d'avoir un microbiote qui est correct, hein. Ça, vous savez que beaucoup de choses se passent dans notre microbiote, dans nos intestins. C'est très important. Donc, dans l'autre sens, la résistance à l'insuline crée de l'inflammation. Donc, vous voyez que l'inflammation crée de la résistance à l'insuline, mais la résistance à l'insuline crée de l'inflammation, hein, par activation le fameux NF-κB, là, le maître de la guerre, hein, mTOR, hein, là, on rentre un peu plus dans la technique, mais ce qui stimule l'ensemble des réactions pro-inflammatoires de l'organisme. Et on sait qu'aujourd'hui, à travers les dernières études qui sont sorties d'Harvard et autres, eh bien, il y a un lien direct aussi avec Alzheimer. Hein, et aujourd'hui, on parle du diabète de type 3 quand on parle d'Alzheimer, justement, parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, avoir une résistance à l'insuline, et bien, des problèmes de microbiote,
ça peut effectivement déclencher des maladies comme du type Parkinson ou Alzheimer. Donc le diabète de type 2, il se caractérise par une glycémie élevée et un épuisement du pancréas, ça on l'a bien noté, d'accord, à produire de l'insuline. Les récepteurs à l'insuline ne sont plus sensibles et donc il y a beaucoup moins de glucose qui rentre dans la cellule, d'accord? Et le pancréas libère alors encore plus d'insuline pour tenter de faire entrer le sucre, bien sûr, hein, puisque les récepteurs fonctionnent pas bien, on ne peut pas faire rentrer ce glucose, donc le pancréas, ben, lui, à travers ses capteurs, ben, il réagit, hein, d'autant plus, d'accord? Alors les capteurs, je ne veux pas rentrer trop dans la technique, mais on a des capteurs dans la veine porte. Vous savez que de l'intestin, le sang qui part de l'intestin, qui va au foie, on a 1,5 litre de sang, hein, qui passe dans le foie toutes les minutes, hein, c'est énorme, d'accord? Donc, qui est filtré, etc. Et à l'intérieur de cette veine porte, hein, qui part de l'intestin qui va au foie, eh bien, on a des capteurs là, à ce niveau-là, qui sont très importants également, et qui permettent effectivement de pouvoir réguler effectivement le niveau d'insuline. Alors, là aussi, très important, on voit que le pancréas s'épuise et ne peut plus fournir suffisamment d'insuline au bout d'un moment, bien sûr. Et à ce stade, on a ce qu'on appelle la glycémie est élevée et on diagnostique un diabète de type 2. Alors, l'insuline, elle est aussi une hormone de stockage, hein, et le sucre, il est transporté par l'insuline au foie qui le transforme en triglycérides, les fameux triglycérides. Quand on fait des analyses des bilans lipidiques, vous savez que souvent on vous teste le niveau de triglycérides, eh bien on s'aperçoit que si vous avez des triglycérides élevés, eh bien vous voyez que c'est pas anodin, on voit que c'est effectivement une réaction directe, hein, entre l'insuline, le foie, hein, et le trop de glucose, hein, qui est transformé en triglycérides, en gras qu'on va essayer d'évacuer dans la circulation sanguine. Et le risque, là, il y a un risque, parce que, rappelez-vous, du gras, des triglycérides qui s'oxydent, c'est le meilleur moyen de faire des problèmes cardiaques ou des AVC. Donc, on voit qu'effectivement, c'est très important en amont de pouvoir contrôler tout cet équilibre. Et puis souvent, on prend du poids, parce que souvent, le diabète de type 2, il est directement lié à la prise de poids aussi, hein, souvent, d'accord? Donc, on s'aperçoit que à partir du moment où on se met à faire de l'activité physique et qu'on perd du poids, on va aussi corriger souvent son diabète. Alors, comment savoir si on est résistant à l'insuline? Là, j'ai mis quelques exemples, hein, qu'on peut faire en laboratoire ou en milieu médical. Il y a l'indice OMA, tout d'abord, qui est l'indice de résistance à l'insuline, hein. S'il est supérieur à 8,2, bah, voilà, c'est pas bon, hein. S'il est supérieur à 4, c'est que vous êtes diabétique, hein. Donc, l'indice OMA, c'est quelque chose de très connu en laboratoire, hein. Vous pouvez faire une demande pour voir si effectivement où vous en êtes au niveau de votre indice de résistance à l'insuline. Et après, il y a l'indice Quickie également, qui est un indice de sensibilité à l'insuline, hein. Si inférieur à 0,3, c'est pas bon, donc avec le risque cardiovasculaire et voire d'obésité. Il y a le dosage de la LBP, qui est un marqueur de l'inflammation, un peu comme la CRP, hein, quand on fait des analyses de sang, qui est une protéine impliquée dans la réponse inflammatoire. Et puis, il y a des tests de tolérance au glucose, c'est-à-dire qu'on fait avaler effectivement du glucose, après absorption du sucre, on fait avaler du sucre et on dose l'insuline et le glucose. Ah, là aussi, ça se fait en laboratoire, enfin, milieu médical. Donc voilà quelques exemples, effectivement, qui vous permettent de savoir où vous en êtes si vous avez des doutes. Alors, les conséquences de l'hyperinsulinisme, bah, si on libère trop d'insuline, bah, c'est un peu comme un. C'est pour ça en revue médicale scientifique, on parle de silence killer, c'est-à-dire du tueur silencieux, hein. C'est qu'elle entraîne un vieillissement prématuré en lien avec de nombreuses pathologies, d'accord? En particulier les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, l'artérosclérose. Donc on voit qu'effectivement, c'est des problèmes graves. L'atteinte des yeux, des reins et des pieds, hein. Je pense souvent les gens qui ont des crises de gouttes. Attention, hein, tout ça, trop duré, etc. Tout ça, c'est des signes, hein. Le foie gras et la lésion NASH, on en a parlé, hein, d'astéatose hépatique, d'accord? Il y a beaucoup de gens qui ont le foie gras. Je peux vous le dire, puisque moi, quand je fais des consultations, ça, je le teste. Et puis, il y a aussi les dérèglements hormonaux, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, par exemple, quand je parle de SPOC, hein, quand je parle effectivement du syndrome des ovaires polykystiques, hein, eh bien, c'est bien sûr des problèmes hormonaux, hein, qui sont liés. L'IGF-1, qui est la fameuse hormone de croissance, hein, avec les tumeurs, si elle est trop élevée, ça peut être par exemple, j'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps, hein, où effectivement l'IGF-1 était élevé dans des analyses.
il y avait une tumeur à l'hypophyse. Vous voyez. Donc attention à ça, hein. Un IGF-1 élevé, ça peut être effectivement, ça peut être, si c'est vraiment très élevé, ça peut être effectivement un problème grave. Troubles neurodégénératifs, hein, on a parlé tout à l'heure d'Alzheimer, Parkinson et autres. Sarcopénie, bien sûr, puisque comme on peut pas rendre, le glucose ne peut pas rentrer dans la cellule pour être transformé en énergie, donc on perd du muscle, hein. Donc, et d'autant plus en vieillissant, hein. Donc tout ça, ça fonctionne moins bien. Donc on voit bien qu'on a intérêt à soigner nos récepteurs, à soigner nos capteurs. D'accord? Non seulement les capteurs de la veine porte, il faut les soigner, mais il faut soigner aussi les récepteurs de nos cellules. Vous voyez. Donc les tissus osseux, ostéoporose, tout ça, c'est en lien direct également avec quand effectivement il y a trop d'insuline. Donc on voit que l'insuline, elle est absolument nécessaire, bien sûr, pour réguler le taux de glucose, mais on voit qu'effectivement, le trop d'insuline, c'est vraiment, comme le nom l'indique, un tueur silencieux. Alors, ça m'amène à vous parler quand même des oméga 3. Je pourrais parler d'autres vitamines, bien sûr, mais pourquoi j'ai choisi volontairement de parler des oméga 3, de l'EPA, du DHA? Parce que on voit bien que tout est souvent lié avec l'inflammation et avec la protection de nos capteurs et de nos récepteurs. Or, la particularité de ces acides gras essentiels, c'est qu'ils contribuent à la santé des membranes, puisqu'ils vont effectivement permettre de fluidifier, la perméabilité, activer les enzymes des récepteurs avec la transduction du signal. C'est-à-dire que on protège les membranes avec les oméga 3, on protège les capteurs, les récepteurs. Donc tout ça, c'est très important, bien sûr. Et d'ailleurs, quand il y a des tumeurs, je dis souvent, tous les oncologues devraient donner des oméga 3 à tous leurs patients. C'est très très important puisque effectivement, ça va même potentialiser les effets de la chimiothérapie ou de la radiothérapie. Donc, les oméga 3, ça devrait vraiment être quelque chose de basique. De très nombreuses études scientifiques montrent leur rôle protecteur dans les pathologies inflammatoires et métaboliques, bien sûr. Et vous voyez que le taux des conversions, parce que de temps en temps, j'ai des gens qui me parlent effectivement des oméga 3 d'origine végétale, les ALA, mais vous voyez que les graines de chia, de lin, de chanvre, de basilic, etc., vous voyez que le taux de conversion, il est de 7 à 20% pour l'EPA, mais il est que de 1% pour la DHA. Donc on voit que la conversion, et en plus la conversion dépend d'enzymes qui eux dépendent aussi de l'apport en zinc. Les gens sont souvent en carence, magnésium, souvent en carence, vitamine B6, souvent en carence, B3 également, etc. Donc on voit qu'effectivement, non seulement la conversion des ALA, c'est-à-dire des oméga 3 d'origine végétale, est déjà très difficile, hein, puisqu'on voit on en transforme très peu, d'accord? Mais en plus, ça va dépendre aussi de notre état de stress, etc., et de notre apport en zinc, magnésium, etc. Or, rappelez-vous, dans toutes les formations, on dit souvent que la grande majorité des gens sont en carence de magnésium, puisque le stress va nous faire surconsommer le magnésium, et on n'a déjà pas le bon apport au départ par l'alimentation. Donc, on voit qu'effectivement, on va avoir un vrai problème à ce niveau-là. Alors, en plus de ça, on voit que la conversion, elle est perturbée aussi par l'alcool, elle est perturbée par les problèmes intestinaux, comme par exemple quand il y a des candidats albicans, hein, dans les intestins, donc la candidose, les corticoïdes, il y a beaucoup de gens qui sont sur corticoïdes, qui vont venir perturber tout ça, l'infection virale, bien sûr, aussi, toutes ces infections virales, hein, et Dieu sait qu'on en a bouffé ces derniers mois, l'hormone du stress comme l'adrénaline ou le cortisol. Donc on voit qu'effectivement, toutes ces conversions, en plus, non seulement déjà elles sont vraiment minimes, et en plus de ça, tous ces facteurs-là vont venir perturber cette conversion. Donc on voit qu'on a intérêt à manger du poisson gras. On voit dans l'intérêt, alors toujours petit, bien sûr, pensez-y, hein, pour les mitochondries et le brûlage des lipides, bien sûr, et pour protéger les membranes, les récepteurs pour le diabète de type 2. Petit poisson, parce qu'effectivement, maquereau, sardines, harengs, anchois, etc., parce qu'effectivement, on essaie de limiter au passage les fameux métaux lourds, on en parle assez souvent dans les formations. Alors, je dirais que pour conclure, au niveau de mes recommandations, alors d'abord, les oméga 3 vont réduire l'inflammation et la résistance à l'insuline. Donc ça, c'est hyper important, hein, quand on est touché par le diabète de type 2. Euh, Ils vont stimuler le fonctionnement correct des mitochondries. C'est important, hein, d'avoir ces fameuses mitochondries qui brûlent correctement notre glucose ou nos lipides pour en faire effectivement de l'ATP, de l'énergie. D'accord? Vous savez que l'endroit du corps, je le dis assez souvent, où on fabrique le plus de radicaux libres, c'est au niveau des mitochondries. Donc on voit qu'on a intérêt d'avoir une bonne conversion, là aussi,
de notre glucose en énergie. Ils vont agir positivement sur le microbiote. Donc là aussi, ils vont favoriser les bonnes bactéries. Donc on voit que ces oméga 3 sont importants pour avoir une eubiose, pour avoir un bon équilibre au niveau de nos bactéries, hein. C'est très important. Et éviter aussi la porosité intestinale. Ils vont augmenter la production de l'enzyme qui va donc corriger cette porosité intestinale. Vous voyez que ça, c'est important. Important aussi de faire 12 à 13 heures de jeûne entre le dîner et le petit déjeuner. J'en parle assez souvent. C'est pour ça que c'est important de manger tôt le soir, hein, et de ne pas aller se coucher en ayant le ventre bien rempli, c'est ce qu'elle veut dire, hein. Laisser le temps à la digestion avant de vous coucher. Ça ne veut pas dire qu'il faut vous coucher à 2 heures du matin, hein, mais vous savez que entre le repas du soir et le petit déjeuner, si vous pouvez tenir 12 à 13 heures, ça permet de remettre tous vos organes, foie, reins, etc., au repos, d'accord? Pour la régénération, hein, importante. Là, c'est pour ça que les gens qui se lèvent la nuit, qui vont grignoter la nuit, c'est dramatique, hein, bien sûr, puisqu'ils relancent la digestion, etc. Une activité physique régulière, c'est pratique de la gestion du stress, hein, c'est important là aussi. Alors là aussi, je pourrais vous donner plein d'idées, hein, concernant l'activité physique régulière. Moi, personnellement, comme j'ai un handicap suite à mon accident, si ça peut vous donner comme exemple, moi je fais du vélo d'appartement, je fais de la gym au sol. Quand je peux, je fais de la natation, je vais au lac, etc. Ouais, voilà. Donc, n'hésitez pas, hein, à vous adapter, mais ayez une activité physique. En tout cas, le minimum, c'est de marcher, quoi. Il faut vraiment marcher. Alors, quand je dis marcher, c'est pas marcher plan-plan, hein. Essayez de marcher, si vous pouvez, bien sûr, si vous n'avez pas un handicap particulier. Moi, par exemple, je ne peux pas marcher très longtemps. C'est pour ça que je fais du vélo d'appartement. Je fais une demi-heure sur, voire trois quarts d'heure de vélo tous les matins. Vous voyez, ça, j'ai mis mon rituel en place. Ensuite, dîner tôt, respecter les cycles circadiens pour se coucher tôt. Alors, quand je dis se coucher tôt, c'est souvent avant 23 heures, enfin 23 heures au plus tard, hein. Si vous commencez à vous coucher à minuit, 1 heure du matin, c'est pas très bon, d'autant plus si le matin vous devez vous lever tôt pour aller travailler. Focus sur l'intégralité, bien sûr, de la barrière intestinale et de la santé du microbiote, ça c'est important. Si vous soignez votre microbiote avec des fruits, des légumes, une cuisson à la vapeur douce, voilà, vous faites attention à ce que vous mangez, pas trop de viande, pas trop de charcuterie, pas trop de fromage, hein, plutôt des plats vivants, évitez les plats transformés, etc., les plats industriels. N'hésitez pas, ça c'est important aussi, hein. Et à partir de là, eh bien, vous verrez que vous serez très très vite en meilleure santé. De toute façon, vous voyez, si vous avez un transit qui est normal, voilà, si tout va bien au niveau de transit, c'est qu'effectivement, votre microbiote va bien. Une alimentation variée, pauvre en glucides et riche en fibres, avec un apport de bonnes graisses. Par exemple, je pense en particulier à l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile d'olive, etc. Mais enfin, l'huile d'olive, la nôtre, par exemple, est très très bien, hein. Je rappelle qu'elle a très peu de taux d'acidité. C'est vraiment une très bonne huile d'olive que nous avons. Après, attention au sel, puisqu'on parle souvent du sucre dans le cas du diabète, mais le sel, attention. Vous voyez, j'ai mis maximum 4 à 6 grammes, sinon aggravation de l'insulino-résistance, d'accord? Par activation des surrénales, c'est-à-dire que quand on a trop de sel, non seulement il y a des risques cardiovasculaires, etc., vous le savez, hein, hypertension et autres, mais par contre, vous voyez que on va activer les surrénales et l'hormone comme le cortisol ou la l'aldostérone qui entrave l'activité de l'insuline. Vous voyez que le cortisol et l'aldostérone vont entraver l'activité de l'insuline. Donc on voit que quand on parle de résistance à l'insuline, etc., on voit qu'effectivement, il faut éviter tous ces paramètres. Donc les gens qui mangent systématiquement salé, hein, qui mangent des cacahuètes salées, des chips salées, etc., ou qui, avant de goûter un plat, mettent la salière, ben, c'est pas bon du tout, d'autant plus en prenant de l'âge, quoi. Hein, pensez-y, et d'autant plus s'il y a pas assez d'activité physique derrière. Les oméga 3 prises au moins de 2 grammes par jour, 2 grammes par jour, aujourd'hui, ça correspond à 4 oméga 3, hein, puisque nos oméga 3 font à peu près 500 milligrammes. Donc, si vous en prenez 2 millilitres de soir au repas, eh bien, vous avez vos 2 grammes d'oméga 3. Moi, personnellement, j'en prends 6. J'en prends 3 grammes par jour, mais moi, c'est dû à mon accident. Hein, j'ai une très mauvaise vascularisation de ma jambe, puisque j'ai une paralysie et j'ai eu le nerf sciatique qui a été sectionné dans l'accident. Donc voilà, moi, c'est mon cas personnel. Puis en plus, j'ai un genou qui est complètement foutu, donc ça m'évite aussi d'avoir des douleurs importantes. Et donc, ça me permet de continuer à pouvoir me déplacer normalement. Et puis, pensez au rapport oméga 6, oméga 3, hein. Je répète encore une fois, en France, on a un rapport
de 1 à 20, 1 à 30. Les oméga 6 sont absolument nécessaires pour la santé, mais sont pro-inflammatoires. Donc on voit qu'effectivement, on a besoin de cet équilibre oméga 6 oméga 3. Donc si vous savez que vous mangez beaucoup d'oméga 6, hein, et les oméga 6 c'est la viande, la charcuterie, le beurre, le lait, enfin, les fromages, etc. Tout ça, ce sont des oméga 6, les huiles végétales, etc. Ce sont des oméga 6, et pour la plupart. Et donc, il faut assurer l'équilibre avec les oméga 3. Donc, voilà pourquoi je vous ai parlé de ces oméga 3 ce soir. Après, il est évident que, comme je l'ai dit, si vous changez votre mode de vie, votre mode d'alimentation, avec un bon accompagnement, parce que souvent, il faut accompagner, on a un rapport très affectif avec l'alimentation, vous le savez. On a un rapport très reptilien, je dirais, très affectif. Donc, c'est pas évident de changer ses habitudes en quelques jours. Donc, si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné, eh bien, n'hésitez pas à faire appel à des spécialistes, ou pourquoi pas moi-même, je reste à votre disposition. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis tout oui. Ariel, je te redonne la parole. Ouais, merci Claude, c'était très intéressant. Euh, de toute façon, je dirais pour tout le monde que ça a été enregistré et que vous pourrez recevoir le replay pour regarder ça. Notamment, tu as donné beaucoup de conseils au niveau de ce qui est bon, au niveau de la nourriture, ce qu'il faut éviter, ok? Et puis également, moi j'ai retenu donc l'oméga 3, c'est très important. Tu as parlé aussi de la vitamine B. Euh, Oui, J'aurais bien dit sûr. pour Oui. certaines vitamines B Pour comme les conversions, c'est important. Oui. Bon, non seulement c'est important au niveau énergie, la B6, la B3, etc., mais aussi pour les conversions, effectivement, quand on a des oméga 3 d'origine végétale, on a besoin de ces vitamines pour faire les bonnes conversions. Oui, tout à fait. et le magnésium. Hein, ok. Ah Bon, oui, bien magnésium, sûr. oui. Et notre huile d'olive, donc, qui est très faible en acidité, hein, l'huile d'olive que nous avons, Ouais, c'est tout à une fait. Ouais, 0,3%, thérapéutique. ouais. Une excellente huile d'olive, ouais. Voilà. Tout à fait. Bon, tu vois, et ça vient d'Italie, donc, tu vois, tous les, toi, c'est pas comme pour le foot, il y a des bonnes choses. Alors, bref, non, je plaisante. Tu as mentionné tout à l'heure que la Et tu Réunion, sais, tu sais que attends, je vais quand même te dire une chose importante. Tu sais que le gardien du PSG, c'est quand même le gardien de l'équipe nationale d'Italie. ouais, ouais, merci de le préciser, c'est vrai. Ah, ouais. Eh bien. Et puis, donc, tu as mentionné que l'île de la Réunion, c'est les champions du monde en termes de diabète. Et Ouais, au niveau de la France, ouais. Au niveau de la ouais, France, ouais. pas au niveau de La la France, France. c'est la Réunion. Et on Mais je a, pense que c'est dû à leur alimentation. ouais, et il y a, on ne sait pas. Alors, il y a, tu sais, Guy Daniel est là, et lui, il est de la Guadeloupe, il est naturopathe comme toi. Et puis, je vais lui demander s'il peut nous parler, nous dire que si dans les Antilles aussi, il y a ce problème aigu de diabète. Alors, je t'ai invité à venir devant. Voilà, Guy Daniel, tu nous entends? Oui, bonsoir tout le monde. Ouais. Ben, je félicite encore Claude pour sa prestation. C'est vrai, il a couvert un large panel donc, du thème lié donc, au diabète. Et en effet, dans les Antilles, notamment Guadeloupe, Martinique, c'est vrai qu'on est aussi confronté donc à ce problème donc, de diabète, alors, puisque c'est vrai que donc, c'est une population qui consomme qui consomment du sucre en abondance. Et c'est vrai que, comme Claude le disait, dans tout ce qu'on peut consommer, on va trouver du sucre. On va acheter peut-être des noix salées. Dans les noix salées, on va trouver du sucre. Donc là, c'est vrai qu'il faut être très vigilant si on a donc une prédisposition donc au diabète. Mais c'est vrai qu'en Guadeloupe, c'est particulièrement, il y a donc une forte population qui est confrontée à cela. Et c'est vrai que, tout comme Claude, j'ai pas mal donc de clients qui, à côté donc de leur traitement allopathique, veulent mettre en place un suivi naturopathique. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas leur conseil avec. Et c'est le conseil qui va avec, qui va à un moment donné
améliorer donc la résistance à l'insuline. Est-ce que vous mangez beaucoup de riz également en Guadeloupe? Oui, ah oui, effectivement, les gens sont très friands de riz et de riz blanc, d'une part, et du riz bien cuit. Donc, parce que c'est vrai que le fait d'avoir un excès de cuisson, eh bien, augmente le glucose et augmente effectivement donc, la part donc, de sucre. Et en plus que les gens, à côté de ça, mangent très peu de légumes. Donc, le fait de ne pas manger de légumes, les légumes apportent un surplus donc, de fibres, alors qu'on sait que les fibres peuvent diminuer. Les fibres peuvent diminuer donc la résistance, l'effet donc du pic Ouais, glycémique. ouais, tout à fait. Ouais. Et oui, les fibres, c'est pour ça que c'est important de manger un fruit plutôt que de boire un jus de fruits, quoi, bien Absolument. sûr. Oui. Ouais, Et d'autant plus que ça, c'est maintenant, c'est la saison des mangues. Donc, c'est vrai que manger des mangues, quoi. Avec, parcimonie, certes, mais c'est riche en fibres. Pourquoi pas, quoi. ouais, tout à fait. Ok. Ben, Guy Daniel, merci. Et il y a une question, il y a une question de Yann. Peut-on consommer autant de fruits que l'on veut par rapport au fructose? Non, je pense Non. que manger 2 fruits par jour, c'est voilà, c'est un grand maximum. Attention aux fruits, hein. On devrait manger deux fois plus. Deux tiers devraient être des légumes et un tiers de fruits. Vous voyez. Donc, quand on dit que la moitié de l'assiette, ça doit être des fruits et des légumes, c'est beaucoup plus de légumes que de fruits, hein. Le fruit, c'est du fructose, bien sûr, hein. Hum, D'accord? Donc, attention aux fruits. Si vous mangez des fruits matin, midi et soir, si vous mangez que des fruits ça toute la monte. journée, Des pics. vous allez avoir un index glycémique élevé, hein, Élevé, bien absolument. sûr. Je rejoins Claude. Pourquoi? Parce que les fruits, c'est aussi du fructose, c'est du sucre. Tout comme le miel. C'est vrai que le miel, en Guadeloupe, c'est vrai que bon, les gens adorent le miel. Même les gens qui sont diabétiques consomment du miel comme si c'était pas du sucre. Donc là aussi, il faut faire attention, que ce soit fruits, que ce soit miel, c'est du sucre. Donc il faut consommer avec modération. Et- Exact. Non, deux fruits par jour, c'est bien. Voilà. Mais après, si moi, je connais des gens qui mangent, quand c'est l'époque des clémentines ou l'époque, voilà, des choses comme ça, ils en mangent 10, 15 par jour. C'est pas bon, quoi. Vous voyez. Ok, ok, ok. Alors, et puis les fruits, paraît-il que c'est mieux de les prendre au début du repas. Euh, Oui, toujours. pour la, Toujours ou au début ou loin des repas. Toujours. ouais. Alors vous pouvez dire pour quelle raison il faut les manger au début du repas ou hors des repas. La réponse, elle est simple. Ouais, c'est que si vous la mangez après, en fin de repas, après avoir mangé des protéines animales, les temps de digestion ne sont pas du tout les mêmes. Des protéines animales, vous allez mettre 3 heures, 3 4 heures à les digérer correctement. Alors que les fruits vont être bloqués par les protéines animales. Vous allez ballonner, vous allez faire des gaz, ça va fermenter. Il y a beaucoup de gens qui ont des RGO, des reflux gastriques, etc. Ça va créer une pression supplémentaire dans l'estomac, ce qui fait que vous risquez aussi d'avoir des remontées acides dans l'ésophage. Hein, surtout en vieillissant, on a souvent le cardia qui fonctionne moins bien, hein, qui est la porte d'entrée de l'estomac. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont des reflux gastriques, non pas parce qu'ils ont trop d'acidité, parce que simplement ils ont trop de pression dans l'estomac, quoi. Ouais. Donc, il faut surtout pas, d'ailleurs, c'est pour ça que quand on prend des IPP, hein, je sais que parmi vous, il y a des gens qui ont des problèmes comme ça, quand on prend des IPP, on vient faire l'inverse de ce qu'on devrait faire. C'est-à-dire les fameux inhibiteurs de la pompe à protons, on va faire diminuer l'acidité dans l'estomac, alors qu'en réalité, c'est pas ça le problème. C'est souvent un manque d'acidité, hein. Si vous avez une bonne acidité dans votre estomac, au contraire, les aliments corrects, si vous les mangez correctement, hein, en chronobiologie, hein, si vous les mangez correctement, eh bien, vous allez avoir une bonne digestion, vous mastiquez bien, c'est important, hein, de bien mâcher, hein, avant d'avaler, et vous allez voir que vos reflux gastriques vont aussi disparaître, bien sûr, hein. Bon, Et ok. vous aurez un meilleur transit, vous aurez un bien meilleur transit, une meilleure digestion.
Oui, important à savoir parce qu'on parle toujours de fruits, et des fruits, des légumes, des fruits, mais les fruits, et les légumes doivent prendre plus de place dans la proportion. Alors, L'idéal des fruits, c'est vers 16 heures, ou en milieu de matinée ou en milieu d'après-midi, vers 16 heures, quand on est souvent en hypoglycémie. Là, vous mangez un fruit, vers 16 heures, 16h30 de l'après-midi, c'est bien. Oui. ok. Donc là, ce que je fais, là, je vais arrêter l'enregistrement. euh, il y a quand même arrêté l'enregistrement.